Donc, bonjour à tous, nous voici donc à notre sixième et dernière session de notre série de conférences sur les technologies avancées de la production maraîchère. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Jacques Rosenbaum, expert en marketing, pour faire une conférence sur l'après-récolte et le marketing de la production maraîchère. Je vous laisse la parole, Jacques. Bien, merci, bonjour à tous et je suis très heureux d'être avec vous. Je voudrais commencer par me présenter. Mon nom est donc Jacques Rosenbaum. Je viens de France et je suis à l'origine et je suis en Israël depuis bientôt 40 ans. Donc en fait, j'ai une vision plus israélienne qu'autre chose, notamment en matière d'agriculture. J'ai commencé ma carrière par diriger à Rungis, le gros marché de gros de Paris, une société israélienne d'importation et d'exportation de fruits et légumes. Donc, je connais bien le domaine des fruits et légumes. J'ai ensuite participé à la création de l'unité de recherche marketing au ministère israélien de l'Agriculture et j'étais chargé des études marketing pour l'exportation des produits agricoles israéliens. Depuis plus de 30 ans, je dirige ma propre société d'études marketing et je suis spécialisé dans les problèmes de distribution et en particulier dans le domaine de la distribution des produits agricoles. J'effectue dans le cadre de ma société de nombreuses missions à l'étranger. J'ai travaillé dans nombreux pays comme la Roumanie, la Serbie, sur des sujets comme ou au Pérou, sur des sujets comme l'exportation ou l'organisation de l'exportation de ces pays. En Italie, en Russie, en Côte d'Ivoire ou au Vietnam, sur des sujets comme les marchés de gros dans les différents pays. Donc, je crois que j'ai une vision un peu plus large que la vision strictement israélienne de ce que ça signifie vendre des produits agricoles et en particulier des fruits et légumes. Voilà, en 2 mots. Mais je crois qu'on peut commencer avec la présentation, si j'arrive à comprendre comment ça marche. Share screen. Exact. Voilà, share. Est-ce que c'est bon? Ça y est, on voit la présentation, juste la mettre en plein écran et c'est parfait. On va y arriver. Ok, donc ça y est, c'est bon là, on peut y aller? Oui, mettez-la juste en plein écran pour qu'on puisse la voir en grand. Merci. Et elle ne veut pas trop se mettre en plein écran. Ok, voilà, c'est bon. Parfait. Voilà, ouf, on a eu peur. Notre sujet général aujourd'hui, c'est donc le traitement après la récolte et la mise en marché de la production. En français, je ne sais pas si ça rend bien, mais en anglais, c'est bien, c'est post-harvest and marketing. En fait, c'est de ça dont il s'agit et tout le monde s'occupe de post-harvest et c'est ça le terme même en français qui est habituel. Donc, on va travailler selon un plan, hein, parce qu'on est raisonnable et logique. Donc, le plan, c'est en fait d'abord de faire la présentation, mais ça, on l'a déjà fait. Ensuite, on va parler de la différence entre le marketing et la vente. En quoi c'est différent, pourquoi c'est différent et qu'est-ce que ça change en fin de compte de parler de marketing ou de parler de vente. Ensuite, on va essayer de déterminer comment et pourquoi on doit choisir ce que l'on va produire, que ce n'est pas un sujet évident et en quoi ça pose un problème. Puis, on parlera des précautions ou des décisions à prendre avant la récolte, puis celles après la récolte, enfin le transport, et on essaiera de comprendre les réseaux de distribution et à quel point c'est important le résultat final de l'opération et de la culture. Voilà, en quelques mots, le plan de mon intervention. Alors, un point qui me semble essentiel, et je pense qu'il vaut mieux commencer par là, c'est en fait en quoi le marketing est-il différent de la vente. La vente, on sait tous à peu près ce que c'est-à-dire il s'agit d'arriver avec un produit et essayer de le vendre au meilleur prix avec des gens qui sont le plus intéressés. Mais ça, c'est une rencontre physique entre l'acheteur et le vendeur.
Le marketing, en fait, c'est une préparation à la vente. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir uniquement en termes de vente immédiate, on va réfléchir quels sont les besoins de notre consommateur, des gens qui risquent, qui ont des chances d'acheter, et comment est-ce que je vais adapter mon produit aux besoins de notre consommateur. Alors, ça a l'air plutôt altruiste, mais ce n'est pas du tout altruiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour répondre à un besoin et essayer d'en tirer le meilleur profit possible. Et c'est dans cet aspect-là, dans cette vision-là qu'il faut comprendre la différence entre marketing et vente. Alors, on doit expliquer qu'il y a un stade important qui consiste à passer d'une approche de production à une approche de marché. Alors, qu'est-ce que c'est une approche de production? C'est une approche qui dit, voilà, j'ai un terrain, j'ai de l'eau, j'ai des mains qui travaillent, hein, j'ai de la main-d'œuvre, j'ai un hectare. Qu'est-ce que je peux cultiver sur cet hectare? C'est-à-dire, par exemple, en Israël, on disait 10 tonnes à l'hectare, c'est un minimum. N'importe quoi, mais 10 tonnes à l'hectare. Et ça, c'était une approche productiviste, une approche de producteur. L'approche du marché est complètement différente. L'approche du marché consiste à dire où est mon marché, de quoi a-t-il besoin, quel type de produit et comment je vais adapter mon produit aux besoins du marché. Donc, le centre, en fin de compte, le centre de l'activité, au lieu d'être qu'est-ce que je produis, le centre devient quels sont les besoins du consommateur, et les producteurs, les différents producteurs qui sont en concurrence, doivent se battre, chacun à leur façon, chacun avec leur intelligence et leur connaissance du marché, pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Alors, c'est un processus qui, même s'il semble assez éloigné, peut être assez rapide. Encore une fois, en Israël, lorsque moi je suis arrivé en Israël il y a donc une quarantaine d'années, on était en plein dans l'approche producteur, c'est-à-dire qu'on disait ah bon ben on a un dunam c'est 1000 mètres carrés, on doit faire 1 tonne par dunam, peu importe quoi, et on gagnera notre vie. Alors, en fin de compte, disons en 10 ans, tout a changé. Tout a changé. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de productions qu'on a abandonnées parce qu'elles ne correspondaient pas ou elles ne correspondaient plus à un besoin du marché. Je vais donner un exemple sur lequel j'ai longtemps travaillé. C'est l'exemple de l'avocat. C'est Israël qui a lancé le marché de l'avocat en Europe, et notamment en France. Et j'ai participé à ce lancement et à cette maturation. Aujourd'hui, Israël, à l'époque, Israël représentait grosso modo 80 à 90% de la production ou de la commercialisation de l'avocat en France. Aujourd'hui, Israël représente, si ma mémoire est bonne, entre 15 et 20% seulement. Pourquoi? Parce que d'autres producteurs sont venus en lice, les prix ont baissé, le produit est devenu moins intéressant pour le marché, et donc les producteurs israéliens se sont orientés vers des produits qui valaient plus le coup et qui étaient plus adaptés aux besoins du marché et qui n'étaient plus nécessairement l'avocat. Donc il faut bien faire attention et bien comprendre qu'il ne s'agit pas de copier ce que font les voisins. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut réfléchir. On va en parler tout de suite, mais il faut travailler de façon sérieuse, de façon à définir de façon précise ce qu'on va faire. Alors, une fois qu'on a défini quels sont les produits qu'on va produire, quelles sont les variétés sur lesquelles on va travailler, parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir les produits, il faut aussi adapter les variétés. Il y a des centaines de variétés de tomates. Alors peut-être il y a des tomates qui correspondent à la consommation sur un marché spécifique et pas sur un autre. On sait très bien qu'il y a des variétés de tomates qui correspondent à un usage industriel et d'autres variétés qui correspondent à une vente sur le marché. Il y a des variétés de tomates qui permettent de déplacer de la marchandise
de la faire transiter par des transporteurs, d'autres variétés pour lesquelles il ne vaut mieux pas les charger sur un camion. Donc, quand je dis choisir un produit, c'est aussi choisir une variété et essayer de trouver là aussi les variétés qui sont le plus adaptées au type de commercialisation qu'on veut faire. Alors, une fois qu'on a choisi notre produit, le marketing de base, hein, on peut citer quand même Philippe Kotler, qui est le mage ou l'inventeur du marketing, en tout cas un des grands divulgateurs du marketing, qui disait, voilà, il y a 4 P en fin de compte dans le marketing. Faire monter une stratégie marketing, c'est s'occuper de quatre éléments différents. D'une part, le produit, bon, bah ça c'est évident, hein. Comme on vient de le dire, on doit choisir les produits, on doit choisir les variétés, mais aussi on va choisir le price, c'est-à-dire le prix. À quel niveau de prix on va essayer de vendre notre produit en fonction des rentabilités à l'hectare qu'on a. On va réfléchir au place en anglais, c'est-à-dire au mode de distribution en français. Comment est-ce qu'on va commercialiser? Est-ce qu'on va commercialiser directement? Est-ce qu'on va commercialiser par l'intermédiaire de grossistes, par l'intermédiaire de collecteurs qui viennent chercher la marchandise et qui vont l'amener sur le marché? Et enfin, le 4e P, c'est le P de la publicité. Est-ce qu'on peut faire de la publicité pour nos produits agricoles en particulier? Et ça, c'est en général, ça représente, c'est une problématique en soi. On en parlera si on a le temps. C'est déjà plus compliqué et ça nécessite d'avoir, à mon avis, résolu les 3 autres problèmes auparavant. C'est-à-dire savoir quel type de produit, à quel niveau de prix et comment est-ce qu'on le distribue. Une fois qu'on sait ces 3 choses-là, on peut envisager des réponses à la question de la publicité. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une introduction de base sur le marketing, mais je vous recommande très sérieusement de vous renseigner sur ce sujet-là, de lire. Il n'y a pas beaucoup de livres, il n'y a pas beaucoup de textbooks, comme on dit en anglais, de livres de référence qui concernent le marketing des produits agricoles spécifiquement, mais il y a beaucoup de livres sur le marketing et je vous engage à essayer de vous renseigner sur le sujet ou alors de prendre des cours spécifiques sur le marketing. Voilà. Alors, on revient à notre plan et on va parler de choisir ce que l'on va produire. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a de trop nombreux agriculteurs qui ne produisent que ce que leurs voisins font. Pourquoi? Parce que c'est le choix le plus simple. On sait que dans la région de production, ben, on peut très bien produire les produits du voisin. On sait qu'il y a des gens que ça intéresse parce qu'ils viennent les récolter. Et donc, ben, on ne se casse pas trop la tête. Et en fait, on produit ce que font les voisins et on remet de la quantité. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose en particulier un problème de quantité, d'afflux du même produit. Et ça risque d'influer sérieusement sur le niveau des prix, puisqu'il y a un rapport étroit entre la quantité de produit et le prix qu'on peut en tirer. La rareté fait monter le prix. À partir du moment où le produit n'est plus rare, mais se trouve en grande quantité sur un marché, les prix ont toujours tendance à baisser. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut toujours faire attention. Il faut regarder ce que font les autres, certes, mais il faut essayer de comprendre quel est le maximum que le marché peut absorber à un prix raisonnable. Et très souvent, les agriculteurs sont pris dans un cercle vicieux où effectivement, ils arrivent très bien à avoir des bonnes rentabilités à l'hectare, mais où les produits se vendent à des prix très bas. Et ce n'est pas le but de la manipulation. Le but de l'opération, c'est d'essayer de vivre de sa production. Et pour vivre de sa production, ben, ce n'est pas seulement la quantité qui compte, c'est la qualité et le prix qu'on peut en tirer. Et parfois, il vaut mieux produire moins et gagner plus d'argent parce que le produit est plus souhaité. Alors, il y a un niveau de réflexion qui est au-delà de ça, qui est de distinguer mon produit du produit du concurrent. Et dans ces cas-là, d'essayer de créer ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, c'est-à-dire quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Et à ce moment-là,
on est sur le même marché, on a quelque chose sur le même produit, le même type de produit, on a quelque chose de supérieur qui nous permet d'obtenir un prix supérieur. Je vous montre une photo que j'ai prise à Abidjan, où on a l'impression que c'est un marché de gros, et c'est un marché de gros, où il y a de la banane plantain du début du marché jusqu'à la sortie du marché. C'est-à-dire que tout le monde fait de la banane plantain, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de produit qui est sélectionné, tout le monde fait la même chose et il n'y a pas d'avantage concurrentiel, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de garantie. Alors, la marque, c'est une problématique en soi, hein, c'est un sujet qui est très, très important en marketing. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la marque? C'est un signe de reconnaissance. À partir du moment où moi, je dispose d'une marque parce que j'ai soigné un produit, alors le client qui viendra racheter ce même produit aura tendance à faire confiance à ma marque. La marque, c'est un signe de reconnaissance et un signe de confiance. Et pour construire une marque en matière de produits agricoles, il y a une seule issue qui est l'emballage. Alors, ça peut être un emballage même sommaire, mais un emballage sur lequel on puisse marquer l'origine du produit. Alors, c'est un point très important. Sur de nombreux produits industriels, la marque, elle a comment dirais-je, une identité spécifique. En matière de produits agricoles, il s'agit de créer l'identité en mettant un emballage qui soit reconnaissable par des clients potentiels. Ça, c'est un point très, très important. Alors, choisir ce que l'on va produire. Comment est-ce qu'on peut arriver à choisir et comment est-ce qu'on va faire ce choix? Et quelles sont les méthodes? Alors, les méthodes, c'est d'abord et avant tout de poser des questions, de se renseigner sérieusement sur ce qu'on peut faire. Alors, le premier point, c'est d'aller sur les marchés de gros ou chez les détaillants dans les villes voisines et voir ce qui se fait. Qui vend quoi et à quel prix? Le premier point, c'est de disposer d'informations. Alors, ce n'est pas seulement, des considérations qu'on doit avoir dans un combat, mais la vente, c'est aussi un combat. La meilleure possibilité qu'on a pour mener ce combat, c'est d'abord et avant tout de regrouper des informations sur qui achète, à combien, quelle est la qualité du marché, quels sont les prix du marché, qui distribue, comment ça se passe. Et c'est me semble-t-il, le premier point à éclaircir. Alors, on peut aller voir donc les marchés de gros s'il y en a autour, mais, ou dans les villes voisines, les détaillants des villes voisines, mais on peut aussi parler avec les regroupeurs, les transporteurs, parce que très souvent, la production, les lieux de production sont éloignés des lieux de consommation. Et très souvent, on a besoin de regroupeurs, de transporteurs qui regroupent de la marchandise sur les lieux de production et les transportent et les vendent eux-mêmes. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est un rôle qui est très important. Simplement, de nombreux transporteurs, regroupeurs, comme on les appelle, hein, en Amérique du Sud, on les appelle les camioneros. Camioneros, c'est ceux qui ont des petits camions qui vont chercher à la production de la marchandise, qui l'achètent pour pas très cher et qui, au-delà des coûts de transport, font un profit très généreux. Alors, il faut s'en méfier. Ils ont un rôle qui est très important, mais il faut s'en méfier. Il faut essayer de comprendre avec eux ce qu'ils recherchent et pourquoi ils le recherchent. Et on peut, dans ces cas-là, adapter beaucoup mieux le produit qu'on va distribuer ou qu'on va produire aux demandes du marché. Donc, recueillir le plus d'informations possible, essayer de rechercher les produits qui manquent, ceux qui proviennent d'une autre région, qui sont importés. On verra tout à l'heure des exemples d'oignons, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui sont importés de Hollande ou qui sont importés je ne sais plus où,
d'un pays voisin, mais ça n'a pas de sens. Si on peut produire, alors il faut remplacer les importations. Et il faut remplacer par une production locale les produits qui sont en provenance d'autres régions, des produits qui ont voyagé en camion pendant 2 heures, 5 heures, 15 heures. C'est vraiment très dommage parce que c'est rajouter un coût pour le consommateur final et c'est une marge de profit qui revient au producteur et qui ne revient pas nécessairement au transporteur. Donc ça, c'est un point très important. Un autre élément, c'est également de pouvoir cultiver des produits de contre-saison. Alors ça, c'est une clé d'action qui est aussi très importante, sur laquelle, en particulier en Israël, on a beaucoup travaillé. Par exemple, on a travaillé sur les prunes. Les prunes en Europe arrivent à un certain moment. En Israël, parce qu'on est un climat plus chaud et plus adapté, on arrive avec des prunes 2 mois avant les prunes des Européens. Donc, on commence la saison au moment où en Europe, il n'y a pas de prunes. Au moment où les prunes européennes commencent à arriver, nous, on a fini, mais on a vendu à un très bon prix. Alors, ce sont des modèles et des techniques qui sont parfaitement transposables en Afrique sur certains produits. Il faut juste réfléchir, analyser, travailler, analyser les chiffres et trouver des solutions. Et il y a en général des solutions. Pour tous les marchés, il y a des solutions qui sont différentes. Il n'y a pas une solution unique. Il y a des solutions pour chaque type de marché, pour chaque type de produit. Et ça, c'est très intéressant, la contre-saison. Alors, adapter les produits et les variétés aux conditions locales et à la demande, on en a parlé tout à l'heure. Il est évident que les conditions locales, s'il fait très chaud, il vaut mieux certaines variétés qui seront peut-être moins goûteuses, mais qui tiendront mieux le transport que des variétés qui s'abîmeront à la chaleur, par exemple. Et aujourd'hui, on est parfaitement capable de trouver des variétés qui sont mieux adaptées à certains types de climats qu'à d'autres. Lorsqu'on ne dispose pas de quantité d'eau extrêmement importante, alors il y a certains produits qu'il ne vaut mieux pas faire, qu'il ne vaut mieux pas cultiver, mais sur lesquels il vaut mieux se concentrer sur des produits qui nécessitent moins d'eau. Encore une fois, je peux donner l'exemple d'Israël. Israël a démarré son agriculture avec l'industrie de l'agrumiculture. Simplement, on s'est rapidement aperçu que produire 1 million de tonnes d'agrumes, c'est très gentil et c'est très bien, mais ça consommait énormément d'eau et qu'il valait mieux faire moins d'agrumes, mais parce que ça consommait énormément d'eau, et se concentrer sur des produits qui étaient moins consommateurs d'eau et qui nous permettaient de développer une agriculture. Mais ça se fait encore une fois au fur et à mesure et à l'expérience. Et ce sont des choses qui sont très importantes pour la planification, en fin de compte, de la production et de l'agriculture de toute une région. Alors, une fois un choix raisonné, parce que c'est ce que j'appelle un choix raisonné, il faut raisonner, il ne faut pas prendre ce qui se fait parce qu'on a l'habitude de le faire. Une fois le choix raisonné fait, alors il faut prendre contact avec des acheteurs potentiels, même si on n'a pas encore produit, et qui peuvent être intéressés a priori par les produits cultivés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement attendre d'avoir un produit pour essayer de le vendre. On peut commencer à tâter le marché, comme on dit en français, aller voir le marché. On peut commencer à aller voir le marché avant même d'avoir le produit pour comprendre si ça intéresse des gens, si ça les intéresse un peu plus, si ça les intéresse un peu moins, quel type de produit, pourquoi, comment, etc. Donc ça, c'est un point très, très important. Un des travaux que j'ai réalisés en Israël pour le ministère de l'Agriculture, c'était, alors qu'on avait le choix de développer la production de 4 ou 5 produits différents, quels sont ceux parmi ces produits qui intéressent vraiment les clients et quels sont ceux que je peux présenter et desquels je peux parler avec des grossistes à Rungis ou à Londres ou à Francfort,
quels sont les produits qui peuvent intéresser des consommateurs, alors même qu'on n'avait pas encore développé. Et on a pris par exemple, je peux vous donner un exemple, hein, on a pris par exemple la décision de développer le litchi, parce qu'on peut le produire en Israël. Ce n'était pas du tout évident, mais on a vu que c'était un produit qui intéressait très sérieusement les grossistes et les importateurs en Europe. Et on a effectivement, au niveau de l'État, hein, pas au niveau d'une plantation, mais c'est exactement le même principe au niveau de l'agriculteur. On a vu que ça valait le coup de développer la culture du litchi en Israël. C'est ce qu'on a fait, et on vend du litchi. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Et alors, le contre-exemple, par exemple, c'est la papaye. On m'a demandé si ça valait le coup de développer le marché de la papaye, la culture de la papaye en Israël. Je me suis aperçu que les papayes qu'on faisait en Israël étaient beaucoup trop grosses et n'avaient pas assez de goût par rapport à d'autres papayes importées, notamment de Porto Rico, sur les marchés européens. Et que ça valait, même si on était capable de produire de la papaye, pour nous, ça ne valait pas le coup. Donc, et c'est exactement la même chose, hein, à un niveau inférieur. Là, on parle d'une stratégie d'État, mais une stratégie d'entreprise ou une stratégie de producteur, c'est exactement la même chose. Ça marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on essaye de voir a priori si les produits qu'on cultive ou qu'on envisage de cultiver sont adaptés ou sont désirés par les clients. Plus le produit sera désiré et adapté, et plus les prix qu'on pourra en retirer seront élevés et le profit du producteur sera assuré. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut développer une agriculture intelligente et adaptée et raisonnée. Il faut travailler de façon logique et non pas se précipiter comme les moutons de Panurge à faire tous la même chose. Voilà. Alors, non, on a vu ça, voilà. Alors maintenant, le deuxième point, c'est avant la récolte, quand récolter? Quand est-ce qu'on récolte le produit? Est-ce qu'on récolte lorsque les clients sont intéressés à avoir la marchandise, c'est-à-dire parfois c'est trop tôt, parfois c'est trop tard, c'est un problème. Quand c'est trop tôt, je vais encore donner un exemple d'Israël, on en parlera peut-être après aussi, c'est encore l'avocat. Quand on développe le produit, quand on récolte le produit trop tôt, on obtient un produit qui est difficilement vendable. J'ai fait des études pour un gros producteur de pêche en Israël. Il était omnubilé par l'idée que ce producteur, il était omnubilé par l'idée, il avait 3000 tonnes de pêche, c'est-à-dire pas n'importe quoi, mais il avait dans l'idée que plus tôt il arrivait sur le marché et plus vite il pourrait gagner de l'argent et développer son business. Et en fait, on a réussi à lui montrer que vendre des pêches dures comme du bois, c'était pas très bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que les clients, ils achètent une fois à un prix élevé et puis ils ne reviennent pas et ils ne sont pas prêts de racheter. Et parfois, on a montré que un client qui n'était pas satisfait par un produit parce qu'il était, trop dur et pas assez mûr, il n'était pas satisfait et on retardait son deuxième achat, on le retardait de plusieurs mois. Donc en fait, on a perdu un client, même temporairement, mais si on récolte trop tôt, on perd un client temporairement ou complètement. Ça peut aussi arriver. Alors par contre, si on dépasse la maturité, alors là, l'état de maturité, si on récolte des produits qui sont ce qu'on appelle en anglais overripe, au-delà de leur période de maturité, alors là, on a des produits qui souffrent pendant le transport, qui sont beaucoup trop mûrs pour être revendus par des détaillants, et qui ont perdu en fait leur qualité intrinsèque. Alors, là aussi, il faut bien comprendre qu'il faut surveiller son produit pour définir correctement la date de la cueillette. Alors, comment ça marche en fin de compte? Si on réfléchit aux différents éléments qui définissent la maturité, il faut comprendre qu'on voit qu'il y a d'abord le taux de sucre. Le taux de sucre qui augmente,
au fur et à mesure et qui devient à un certain moment stable, plutôt stable, pour ensuite être diminué. Mais le sucre, ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas la seule chose qui compte pour obtenir un goût correct d'un fruit ou même d'un légume. Hein. Un deuxième élément, c'est la fermeté. Alors, il faut que le produit soit ferme, mais pas trop ferme. C'est pas comme on vient de le dire. Et il ne faut pas attendre qu'il ait perdu toute sa fermeté, comme on vient de le dire. Troisième élément, de l'acidité. Un produit qui est sucré, un fruit qui est sucré sans être suffisamment acide, n'aura aucun goût. On le sait très bien. Il faut un équilibre pour avoir un goût, et en fin de compte, c'est ça qui détermine la qualité d'un produit. Pour avoir un bon goût, il faut un équilibre entre le taux de sucre et le taux d'acide. Un produit qui est trop sucré sans acidité n'est pas bon. Bien évidemment, un produit qui est trop acide sans sucre, ce n'est pas très bon à manger, mais c'est l'équilibre qui forme le goût. Et l'arôme également se développe à partir du moment et seulement quand l'équilibre entre sucre et acidité est atteint. Et en fin de compte, on s'aperçoit que lorsqu'on réfléchit et qu'on travaille avec des critères objectifs et non pas psychologiques, quand on travaille avec des critères objectifs, on s'aperçoit que la période de maturité qui permet de cueillir des produits qui vont être vendables avec un très bon goût sur le marché, donc à un bon prix, cette période-là, elle est relativement courte et qu'il ne faut pas trop la dépasser. Alors bien évidemment, ça dépend du climat, ça dépend de l'eau, ça dépend de la qualité de la terre, ça dépend du type de traitement auquel on a fait suivre les vergers. Donc il faut pouvoir suivre. Tout est subjectif, c'est difficile. C'est un travail de scientifique qu'il faut faire. Il faut avoir au moins une approche scientifique de façon à déterminer les dates de récolte. Alors, alors c'est valable pour les fruits, hein, on vient d'en parler, mais c'est valable de la même façon pour les légumes ou pour même les cultures de plein champ. Il y a beaucoup de cultures de plein champ qui sont récoltées trop tôt ou trop tard et qui ne sont pas adaptées. Alors, à chaque type de produit, il faut comprendre et étudier les facteurs qui vont déterminer la période de maturité adaptée. Alors, il ne faut bien évidemment pas cultiver, il ne faut pas effectuer sa cueillette en fin de période de maturité, mais plutôt en début de période de maturité. Parce que les produits, une fois qu'ils sont récoltés, continuent leur maturité. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, si on veut pouvoir les commercialiser, eh bien, il faut absolument les récolter en début de période de maturité et non pas trop longtemps. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Donc, on va essayer de surveiller ces éléments objectifs. Alors, quels sont les éléments et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, tout d'abord, on est toujours avant la récolte, hein, et on parle du produit. Tout d'abord, on peut donner un exemple, l'exemple de la coloration. Alors, pour les bananes, c'est très clair. Il y a des niveaux de coloration qui sont adaptés avant la récolte, pendant la récolte, pour la commercialisation. On voit très bien que des bananes vertes, elles vont prendre un temps fou pour mûrir. Je vous rappelle qu'en Europe, on achète des bananes vertes, mais on les fait mûrir dans des chambres froides, dans des chambres à gaz, en fin de compte. Avec on enferme les bananes dans des chambres froides, on diffuse du gaz de façon à ce qu'elles mûrissent. Simplement, ça, c'est valable pour des marchandises qui sont achetées en Afrique, qui sont chargées sur des bateaux et qui vont être mûries dans des chambres froides. Pour des marchandises qui sont récoltées en Afrique, par exemple, et consommées à 2 heures de route, il ne faut pas les récolter vertes. Il faut les récolter déjà ce qu'on appelle tournantes, avec une coloration tournante, c'est-à-dire qui vont évoluer vers une qualité jaune. Alors, ça, c'est pour les bananes. Pour tous les produits, pour de très nombreux produits en tout cas, il y a cette considération de la couleur ou
cette indication de la couleur qui va nous permettre de choisir à quel moment récolter nos produits. Deuxième élément, la pression interne des produits. Par exemple, une pomme qui est trop mûre, elle n'aura pas de pression interne. Quand on prend une pomme dans la main et qu'on la serre dans le poing, on sent très bien s'il y a une pression ou pas une pression. Alors ça, c'est subjectif. Maintenant, il y a des outils très simples, comme ce que je montre ici, qui est un pénétromètre, qui permet, en poussant cette pointe qu'on voit ici sur le bout du fruit, qui permet de mesurer la pression interne du fruit. Une pression interne qui est trop grande, ça veut dire que le fruit n'est pas mûr. Si elle est trop étroite, trop molle, si le fruit est trop mou, on a dépassé la date de péremption du fruit. Et non seulement le pénétromètre va s'enfoncer et le fruit ne sera pas assez ferme, mais le taux de sucre, ça sera trop élevé et le taux d'acidité aura déjà disparu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le produit ne sera pas un bon produit. Donc, l'utilisation du pénétromètre, qui est un outil très simple et pas cher, l'utilisation du pénétromètre, moi, je recommande très, très fermement. Alors, on peut continuer de la même façon. On peut mesurer, là aussi, très simplement, un taux de sucre et un taux d'acide. Il y a aussi des outils qui sont aussi très chers, très, très peu chers, très peu onéreux, comme un réfractomètre manuel, qui permet, en pressant le fruit, excusez-moi, qui permet, en pressant le fruit, attendez, je vais éteindre ce truc-là. J'espère que j'ai réussi. Non, je n'ai pas réussi. Voilà, c'est bon, il ne vous embêtera plus. Donc, un réfractomètre, on presse un peu du jus du fruit, on le met sur cette partie-là du réfractomètre et on peut lire un taux de sucre. Alors, effectivement, lorsqu'on a une petite expérience, eh bien, on peut définir le taux de sucre qui nous convient. De la même façon, le taux d'acide est mesurable par ce qu'on appelle un pH-mètre électronique. Ça, c'est déjà un peu plus onéreux, mais c'est aussi relativement facile et relativement peu onéreux. Alors, il y a sur les marchés des produits qui, notamment en Europe, qui sont encore plus développés, notamment la machine Pimprenel, mais je crois que je n'ai pas retrouvé le film que je voulais vous montrer. Mais surtout il existe maintenant des méthodes non destructrices des produits. Et notamment, on voit ici sur l'image, on voit un melon, et avec une espèce d'appareil un peu bizarre, qui est en fait un outil qui permet de lancer un rayon à l'intérieur du fruit et en fonction de la forme du rayon qui ressort du fruit, mesurer le sucre. Alors, ça permet quoi? Eh bien, ça permet de mesurer le sucre sans avoir à faire un trou dans le fruit ou à le détruire. Et au lieu de faire des tests sur des échantillons de produits, on peut très bien monter sur une ligne de tri, on peut monter des appareils comme ceux-là qui vont déterminer à gauche les produits qui sont suffisamment sucrés, à droite les produits qui sont moins sucrés. Les produits qui seront plus sucrés, on les vendra plus cher que les produits qui sont moins sucrés. Alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, une méthode qui permet, sans détruire le fruit, de créer des produits avec une meilleure qualité et donc d'obtenir un prix supérieur. Alors, aujourd'hui, ça coûte encore relativement cher, mais c'est vraiment l'avenir de la commercialisation des produits agricoles. C'est-à-dire que assurer une qualité, une fois qu'on a assuré une qualité, à ce moment-là, on peut donner une marque à un produit et effectivement en tirer un profit beaucoup plus grand que de mélanger les produits. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, une fois que la récolte est faite, là on est maintenant après la récolte, on s'occupe toujours du produit. Une fois que la récolte est faite, il faut
protéger le produit avant qu'il soit emballé ou avant qu'il soit emporté. Alors, la méthode qu'on trouve pour le stockage en bord-champ, la méthode qu'on trouve en général, en particulier en Europe, c'est de faire du pre-cooling chamber. À propos, ça existe aussi, j'ai vu ça au Kenya par exemple, ça existe. En Afrique de l'Ouest, il y a des pre-cooling chambers, notamment pour des producteurs qui travaillent directement avec des chaînes de distribution comme Marks & Spencer à Londres, en Angleterre. Et Marks & Spencer a mis en place des pre-cooling chambers. De quoi s'agit-il? Eh bien, à partir du moment où on a récolté le fruit souffre. C'est-à-dire qu'il s'abîme. La façon de protéger le fruit, c'est de le mettre au frais, en tout cas de ne pas l'exposer en plein soleil, sans courant d'air et sans rien du tout. Donc à partir du moment où on peut prendre le fruit, juste au moment où il a été cueilli, et de le refroidir, par exemple, si on fait la récolte, on opère la récolte à 4 heures ou 5 heures du matin, à un moment où il ne fait pas très chaud, et qu'on met le fruit ou le légume de côté au bord du champ, sans le protéger, et qu'on récolte et qu'on vient chercher la marchandise vers midi, parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive avec le tracteur pour enlever les produits qui ont été récoltés, le produit ne vaut plus grand-chose. Parce qu'il a souffert disons de 8 heures à midi, il a pris 4 heures de soleil et la température est montée à 30, 35, 40 degrés. Le fruit, il risque d'être très abîmé. Alors la solution, c'est bien sûr de faire un pre-cooling, une réfrigération précoce, de descendre la température du fruit en fonction de la qualité du fruit, on verra ça un peu plus loin. On peut descendre à 5, à 12, à 15, à 20 degrés. Donc, il ne s'agit pas de descendre à 0 degré, on ne va pas congeler le fruit, mais on va juste le refroidir de façon à ce qu'il tienne le coup jusqu'à ce qu'on l'embarque pour la station d'emballage ou pour l'entrepôt où il sera plus à l'ombre. Alors, on ne peut pas mettre des pre-cooling chambers n'importe où. Il y a des régions où il n'y a pas d'électricité, où ce n'est pas facile, et ça, on en a bien conscience. Alors, il y a des tas de nombreuses initiatives qui sont prises, comme on le voit sur les photos qui sont en dessous. Est-ce que vous arrivez à voir les photos? Oui, c'est visible sur la présentation? Oui, on voit. OK. Donc, par exemple, ici, on voit des Zero Energy Cool Chamber. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire, en fin de compte, comme une espèce de mur en briques, dans lequel, et avec dans un endroit où on peut mettre 4, 5, 10 cartons, on va entreposer les cartons avec une circulation d'air autour, ce qui va permettre d'éviter la hausse de température trop importante en bord champ. Et ça va permettre de préserver la qualité de la marchandise de façon très, 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 très importante. De nombreux essais ont été faits avec ces Zero Energy Cool Chambers et vraiment, ça vaut le coup. C'est un investissement qui est très mineur, très minime, mais qui permet vraiment de protéger la marchandise et de préserver une qualité de très, très bon niveau. Alors voilà, ça, c'est une problématique importante. Alors, après la récolte, il y a une deuxième chose qu'il faut absolument faire, eh bien, c'est préparer le produit le mieux possible avant l'emballage ou avant l'expédition. Préparer le produit, ici, on voit une photo que j'ai prise, par exemple, au Vietnam, où on voit des choux qui sont préparés à l'avance et dont on enlève les feuilles de protection autour du chou, qui de toute façon ne seront pas commercialisées et qui permettent d'abord de transporter moins de marchandises, deuxièmement, qui permettent d'emballer la marchandise et de présenter une qualité largement supérieure à un produit qui n'est pas préparé. Alors, on voit ici des choux au Vietnam. Ici, on voit une photo que j'ai prise au Pérou sur la préparation de raisins. Le consommateur, bon, ce sont des raisins qui sont expédiés soit aux États-Unis, soit en Europe, pour lesquels les consommateurs finaux souhaitent avoir une forme de vraie grappe de raisin.
toutes les variétés de raisins ne présentent pas des formes de grappes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les raisins et on taille les grappes de façon à ce que ça ait à peu près une forme de grappe sans partir de tous les côtés. C'est aussi une présentation du produit avant l'emballage. Et ça, contrairement à ce qu'on pense, au lieu de faire perdre de l'argent et de la quantité, au lieu de faire perdre la quantité, ça fait gagner de l'argent. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a un point essentiel duquel il faut parler et pour lequel les gens ne sont pas toujours avertis. Vous avez ici deux stades qui sont importants. Le premier stade, c'est si je prends toutes les qualités visibles de mon produit, des bleus, des jaunes, des rouges, je les mélange ensemble. Si je ne fais pas le tri, j'aurai comme prix moyen 100. C'est mon prix moyen. Si par contre, je suis en mesure d'effectuer un tri avec les rouges d'un côté, les bleus d'un autre et les jaunes séparément, alors le total de ce que je vais réussir à obtenir en séparant mes qualités, c'est 120 et non 100. Alors, ça demande un travail, ça demande effectivement plus de main-d'œuvre et un temps de travail, mais le fait de séparer les catégories extra, catégorie 1 et catégorie 2 et les vendre chacun à son prix permet d'obtenir un prix moyen supérieur au fait de vendre sans opérer de tri. Et c'est compliqué, c'est difficile, ça coûte aussi de l'argent, mais ça coûte moins d'argent que de mélanger ces produits, de croire que les gens qui vont commercialiser nos produits vont n'y voir que du feu. Au contraire, ils voient très bien, et en général, les acheteurs, quand on leur mélange la qualité des produits, voient plus rapidement les mauvais produits, les mauvaises qualités que les bonnes. Et ils ont tendance à payer moins cher un produit qui n'est pas trié qu'un produit qui est trié. Et ça, c'est une vérité qui est, mais alors, internationale et qu'on retrouve dans tous les pays et pour tous les types de produits. Triez vos produits, vendez la qualité et vendez moins cher la qualité qui est inférieure. Et en fait, vous ne savez même pas à l'origine, il est possible que vous ayez plus de produits en catégorie extra qu'en catégorie 2. Tout dépend de la marchandise et de la qualité de votre culture, de la façon dont vous, agriculteurs, vous savez travailler avec vos produits. Il y a de très nombreux producteurs qui obtiennent 75-80% de catégorie extra et 10% de catégorie 1 et 5% de catégorie 2. Et c'est très souvent le cas. Et il ne faut pas penser que la catégorie extra, c'est nécessairement la minorité. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, vraiment, je vous conseille très fermement d'opérer du tri dans les produits que vous allez commercialiser. Alors, le tri, c'est quoi? En fonction de quoi on le fait? Enfin, on le fait en fonction de différents critères. Notamment, on a parlé de qualité de maturité, de dureté, etc. Mais en général, on opère des tri en fonction de la taille des produits. Hein, il y a en fait un couvercle pour chaque bassine. Ça veut dire que, notamment, si je parle d'orange, hein, il y a des calibres ou de pommes, il y a des calibres qui correspondent à certains marchés, d'autres calibres qui correspondent à d'autres. Notamment en matière de pommes, le marché allemand exige des gros calibres. Le marché français, des calibres moyens. Le marché italien, plus petit calibre. Tout dépend du type de clientèle qu'on a en fin de compte. Mais là encore, il faut être en mesure de calibrer nos produits et de les trier en fonction de leur taille. Alors, on voit sur le slide, on voit très bien qu'il y a des calibreuses comme ça, à la main, des calibreuses manuelles. Quand on ne dispose pas de matériel automatique, effectivement, c'est une bonne méthode. De la même façon, on peut trier selon la couleur.
des pommes qui ont plus d'allure ou des courgettes qui sont bien vertes ou bien blanches et non pas multicolores, ça vaudra plus d'argent qu'une courgette dont on ne connaît pas la couleur, dont on n'arrive pas à déterminer la couleur. Le nombre de défauts des produits. Un produit sans défaut, ce produit se vendra toujours plus cher. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais ça me paraît très important. Il faut savoir qu'il y a des stations d'emballage qui sont automatiques. Et alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des stations d'emballage qui sont capables de trier des produits en fonction de leur taille ou de leur poids. Et par exemple, vous avez des machines, bon, on n'a pas le temps de montrer ça maintenant, mais je le préparerai mieux pour la prochaine fois. Mais on voit sur des films des godets qui avancent sur des pistes et en fonction du poids du produit, renversent le godet et qui permettent de classer les produits en fonction de leur taille ou de leur poids. De la même façon, aujourd'hui, vous avez des reconnaissances électroniques de la couleur qui permettent également automatiquement, sans l'intervention de l'œil humain, de classer en fonction des couleurs. Plus de coloration, moins de coloration. Enfin, ça sont des équipements qui coûtent très cher. Il y a de nombreux systèmes comme ceux-là en Italie pour les pommes notamment, en Afrique du Sud pour les oranges. Sont des systèmes qui coûtent, mais qui valent le coup, quoi, qui sont vraiment intéressants. Et on voit en bas, on voit dans les photos, en fin de compte, les lignes aboutissent à des gens qui mettent en carton, mais là aussi, la mise en carton peut s'effectuer manuellement, mais là aussi, il y a des mises en carton qui sont effectuées automatiquement avec des espèces de systèmes qui sucent les produits, qui les agrippent et qui les disposent dans les cartons automatiquement sans lien avec la main de l'homme. Alors, bien sûr, on a maintenant des stations d'emballage qui sont très, très industrielles, avec notamment au niveau de l'hygiène qui sont bien cloisonnées. On voit ici une première partie qui arrive des champs, hein, le petit bonhomme avec sa brouette, il arrive des champs, avec des produits qui sont pas lavés, pas propres. Donc ça, c'est un premier stade, mais qui est bien, qui est nécessaire, mais qui doit être séparé, en fin de compte. Deuxième stade, qui est le fait de monter le produit sur un convoyeur, de le nettoyer, de le laver avant de l'emballer et de le faire passer sur des tuyaux de tri. Donc d'abord laver séparément de ce qui arrive des champs, et une fois que c'est emballé, même de façon sommaire, de l'emballer dans une troisième partie et de le préserver, de le mettre dans des chambres froides, dans une troisième partie de la station d'emballage. Alors là encore, il y a des stations, il y a des façons de le faire en fonction des budget dont on dispose, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire séparer les trois stades. Un premier stade qui est l'arrivée des champs, un deuxième stade qui est le lavage et le tri, et un troisième stade qui est le stockage, même temporaire, de façon séparée avec des produits propres. Et bien évidemment, bien séparer les stades de façon à ce que des produits sales ne soient pas en relation avec des produits qui ont été nettoyés et emballés. On passe d'un monde à l'autre, en fin de compte. On passe du monde des champs au monde de la consommation, et il faut bien séparer ces mondes-là. Ça, c'est vraiment du post-harvest, c'est-à-dire du traitement après récolte, et c'est très, très important. Donc, à chacun de ces niveaux, on peut très bien organiser ça. C'est juste une façon logique d'organiser les fonctions du travail. Je dois préciser que j'ai participé à la création de ce type d'installation, vraiment extrêmement sommaire,
sous des abris très très simples dans la montagne au Vietnam, avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça et qui ont réussi, avec un peu de discipline, à travailler dans des conditions largement bien supérieures et à intéresser des producteurs qui ne voulaient pas entendre parler de leurs produits auparavant. Donc, on peut très bien y arriver avec des méthodes sommaires. Et ça, c'est essentiel. Alors, autre élément important, choisir le bon emballage. Alors, on parlait tout à l'heure des oignons en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une photo que j'ai prise au marché d'Abidjan. Ça me fait mal au cœur de voir cette marchandise-là qui arrive de Hollande à des prix très élevés et qui sont vendus à des consommateurs ivoiriens, alors qu'on peut très bien acheter des produits locaux. Simplement, les produits locaux, il faut pouvoir les emballer. Or, cette technique d'emballage qu'on voit ici, je crois que ça vient du Niger, hein, ces oignons-là, les emballages, ils n'avantagent pas le produit, alors que le produit en lui-même, il est au moins aussi bon que le produit hollandais. C'est le même produit, c'est la même qualité. Simplement, cet emballage-là, il est 10 fois plus confortable et 10 fois plus utilisable par le réseau de distribution après. Donc, si on prenait ces mêmes oignons du Niger et qu'on les mettait dans des filets comme ceux-là, au lieu de les mettre dans des sacs je sais pas, de 100 kilos, hein, et ben on arriverait à vendre notre marchandise dans de bien meilleures conditions et à la protéger dans de bien meilleures conditions. Donc, le choix du bon emballage est essentiel. J'ai travaillé en Serbie avec des raspberries, comment est-ce qu'on appelle ça, pas des groseilles. Des groseilles, non? Les framboises. Ou framboises. Pardon? Les framboises, non? Des framboises, excusez-moi. J'oublie mon français complètement. Des framboises. Là aussi, les Serbiens, les Serbes, pardon, ont réussi à améliorer l'emballage de leurs produits pour des produits extrêmement fragiles qui auparavant ils mettaient en vrac dans des cartons. Aujourd'hui, et par des cartons de 4 kg, de 5 kg, aujourd'hui, on emballe les framboises dans des petits emballages de 200 grammes ou 250 grammes avec une mousse sous les produits de façon à ce qu'ils puissent résister à un transport. C'est valable pour de nombreux produits. On ne peut pas exporter de la papaye sans l'emballer, sans la protéger. La papaye, c'est un produit qui est très fragile. Si on ne le protège pas, on a du mal. Hein, et en tout cas, on perd de la marchandise. Conservation des produits après emballage, il faut éviter les pertes. Il faut absolument éviter les pertes. Le gros problème du post-harvest, de l'après-récolte, c'est qu'on perd une grande partie de la marchandise. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la protéger une fois qu'elle est emballée, une fois qu'elle a été récoltée. Alors, ce qu'on voit à l'image, bien sûr, c'est un entrepôt frigorifique moderne en Europe, etc. Ça coûte très cher, c'est un investissement collectif qui est important, mais on peut très bien travailler avec des entrepôts beaucoup plus simples, à condition de réfléchir à l'endroit où on les met, à faire en sorte qu'il y ait une circulation d'air, à ne pas mettre trop de produits dans un même endroit, à palettiser les produits de façon à ce qu'ils ne soient pas stockés les uns sur les autres sur 2 mètres ou 3 mètres de haut. Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la conservation des produits hors entrepôt, parce que en général, je travaille avec des entrepôts frigorifiques, mais il y a de très nombreuses techniques qui permettent d'améliorer, en tout cas, d'entreposer dans des conditions correctes en faisant circuler de l'air, tout simplement en faisant circuler de l'air. Il y a un très gros marché, par exemple, en herbes aromatiques, hein, qui se développe beaucoup, notamment en Afrique de l'Ouest. On est obligé de mettre des produits, les herbes aromatiques, dans des cartons
des cartons avec des trous qui permettent de faire circuler l'air. Ce sont des précautions qui sont relativement simples, mais qui permettent, entre nous, de gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est un investissement, mais on a un retour sur investissement qui est très important. Alors, là aussi, il faut adapter l'entreposage et les températures au type de produit. J'ai trop vu dans ma carrière, j'ai trop vu de produits qui étaient entreposés à des températures qui n'étaient pas adéquates. Si vous mettez des poivrons à 0 degré, vous tuez les poivrons. Si vous entreposez des bananes à moins de 10 degrés, vous tuez les bananes. Donc là aussi, il faut apprendre à classer ou à entreposer les produits quand on a la chance de disposer d'un entrepôt frigorifique. Mais ça arrive de plus en plus, notamment sur les marchés de consommation. Il faut adapter les températures au type de produit qu'on cherche à vendre. Alors bon, vous trouverez ça sur n'importe quel manuel d'utilisation, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que l'artichaut, l'asperge, la betterave, on peut la stocker entre 0 et 5 degrés, hein, pas descendre en dessous. Le céleri rave, les endives, le fenouil, le melon, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut considérer, qu'on peut entreposer à des températures relativement basses. Par contre, le haricot vert, la tomate, les poireaux, il ne faut pas descendre en dessous de 5. Et quand on arrive à des produits comme le poivron, le concombre, ou les légumes de ratatouille, la tomate, l'aubergine, etc., il vaut mieux se limiter entre 8 et 12 degrés. Donc là aussi, même lorsqu'on dispose d'entrepôts frigorifiques, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Sinon, on se trompe et on abîme le produit de la même façon. Voilà, donc ça, c'est un point aussi qui est très important. Pour chaque produit, sa température. Et ça, c'est très facile à se renseigner là-dessus. Alors, autre point essentiel, le transport dans de bonnes conditions. Et là encore, j'ai vu des choses dramatiques, notamment en Côte d'Ivoire, où on voit ici, sur le camion, un camion de 35 tonnes, excusez-moi du peu, avec des bananes plantains sur à peu près 5 mètres de haut, qui arrivent dans des conditions terribles. En tout cas, celles du haut, elles sont peut-être encore mangeables, mais celles du bas, elles sont complètement écrasées par le poids des marchandises qui sont en haut, parce que les produits ne sont pas emballés et donc ne sont pas séparés les uns des autres. Alors, quand vous rajoutez en plus que pour décharger ce camion, on jette les régimes de bananes du haut vers le bas, ça tombe à peu près de 6 mètres de haut, et on jette les régimes de bananes d'en haut au sol, ce qui arrive en bas arrive comme ça arrive. Donc, si on n'a pas pris de précaution et qu'on n'a pas, par exemple, palettisé la marchandise ou au moins mis dans des cartons ou fait en sorte qu'on puisse décharger de façon confortable et non dommageable pour les produits, c'est sûr que là aussi, on a peut-être transporté les produits, mais ce n'est pas des produits qui arrivent. Hein. C'est vraiment de la soupe. C'est plus un produit qui est commercialisable. Voilà, en ce qui concerne les transports. Donc là aussi, ça vaut le coup, en tout cas pour la production, d'être très, très précautionneux sur la façon dont nos produits vont être transportés. Sinon, on va perdre l'effort qu'on a investi pour produire des marchandises, quelles qu'elles soient. Alors, je vais simplement donner un exemple sur les pertes de marchandises, la quantité de pertes de marchandises. Et j'ai pris comme exemple un marché qui est très développé. Hein. Vous prenez le marché, par exemple, le marché australien. Alors, ils sont producteurs, ils transportent leurs marchandises, ils ont des produits de très haute qualité. Eh bien, sur l'ensemble de leur marché, ils ont 20 milliards de dollars de pertes de produits. Alors, d'où provient ces 20 milliards de dollars? Alors, il y a effectivement la moitié, un peu plus de la moitié, qui passe dans la distribution, chez les détaillants, dans le transport, dans la préparation, etc. Hein, à peu près 10 milliards de dollars, qui sont des dollars australiens, pardon, mais enfin, c'est à peu près la même chose, qui sont perdus. Mais aussi bien dans tout ce qui concerne l'agriculture, parce que ça, c'est les bords champs,
le post-harvest, c'est-à-dire la façon dont on amène ça aux stations d'emballage, le processing, l'emballage lui-même, la distribution, c'est-à-dire le transport, etc., 10 milliards de dollars de pertes. C'est-à-dire qu'on perd une quantité absolument faramineuse de marchandises et de valeur des produits parce qu'on n'a pas pris les précautions qui conviennent. Et les précautions qui conviennent, ce sont celles qu'on vient d'énumérer dans la partie antérieure de ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que là, en fin de compte, je ne sais pas, ça représente bien sûr, c'est très variable suivant les pays, et suivant les produits, et suivant les précautions qu'on prend, mais au moins entre 20 et 30% de la marchandise qu'on pourrait commercialiser et du profit qu'on pourrait faire part en fumée parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont besoin d'être payés pour le travail qu'ils ont effectué. Donc, vous voyez, même en Australie, et même dans des pays surdéveloppés, il y a encore des progrès à faire. Il y a de nombreux pays dans lesquels on peut, en quelques décisions intelligentes, on peut épargner énormément d'argent. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Voilà. Autre point essentiel du post-harvest, et ça correspond à l'aspect distribution, c'est comprendre les réseaux de distribution. Et moi, je suis particulièrement sensible à cet aspect-là des choses. Pourquoi j'y suis sensible? On parlait tout à l'heure de transporteurs qui, en fin de compte, récupéraient de la marchandise et les vendaient à leur propre profit. Et ça, c'est extrêmement dommage pour l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, il doit comprendre, à mon avis, ça ne sert à rien de rester agriculteur avec le nez dans la terre. Il faut lever le nez et essayer de comprendre comment sont construits les réseaux de distribution. Alors ça, c'est un réseau que j'ai fait notamment pour la ville de Hanoï au Vietnam, hein, qui est en fin de compte une approximation, hein, ce n'est pas des chiffres exacts, mais c'est une approximation en fonction des questions que j'ai posées et des enquêtes que j'ai pu réaliser sur le terrain. Mais vous voyez par exemple ici qu'au niveau, il y a 3 niveaux. Il y a la production, pour simplifier, il y a la production, il y a le niveau de gros et le niveau de la consommation, du détail. Okay? S'il y a un problème, s'il y a une question qui vous échappe ou un terme qui vous échappe, n'hésitez pas à poser la question. Alors, au niveau de gros, on peut distinguer grosso modo la production locale ou régionale de la production qui vient d'autres régions ou d'autres pays, hein, mais surtout d'autres régions. Par exemple, à Hanoï, 70% de la marchandise qui est consommée sur place, hein, qui vient de la région, 30% vient d'autres régions. Alors maintenant, au niveau du stade de gros, il y a ce qu'on appelle des traders. Et les traders, c'est ceux qui font l'argent, grosso modo. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils achètent auprès de la production et ils revendent au niveau de détail. Et non seulement ils transportent, ces traders, mais ils prennent leur marge. Et donc, en fin de compte, au lieu que cette marge qui devrait revenir, c'est normal qu'ils prennent de l'argent, hein, c'est normal qu'ils prennent de l'argent. Ils font un travail, ils effectuent une fonction, c'est normal qu'ils soient payés pour ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils prennent trop d'argent par rapport à la valeur du produit et par rapport à la valeur de l'effort qui est fourni. Donc, en général, il faut de toute façon contrôler, essayer de comprendre ce qui se passe et la façon dont les traders gagnent leur argent. Alors, moi, j'ai appelé ça traders, mais on peut appeler ça camioneros, comme je disais tout à l'heure, à propos de l'Amérique du Sud. On peut appeler ça transporteur routier, hein, et notamment j'ai vu en Asie centrale, au Kyrgyzstan, Kazakhstan, etc., des gens qui payaient très peu cher la marchandise aux agriculteurs. Les agriculteurs étaient contents parce qu'ils n'avaient plus la marchandise, ils avaient touché de l'argent, n'est-ce pas? Et ils prenaient la marchandise, les amenaient à Novosibirsk en Russie et vendaient. Non seulement ils se récupéraient le prix du transport et leur juste
rémunération, mais ils gagnaient énormément d'argent sur la marchandise elle-même. Alors ça, il faut vraiment faire très attention et essayer de comprendre comment ça marche. Alors la solution, c'est d'essayer de travailler ensemble, mais ça, on verra un petit peu plus tard. Alors par exemple, à Hanoï, les traders, 90% du business des marchés de gros, sont des traders. Ce sont des gens qui récupèrent la situation de la marchandise dans le nord du pays, qui l'amènent soit à Bouaké, qui est au centre, soit à Abidjan, qui est tout à fait au sud. Et à ce moment-là, c'est eux qui vendent, c'est eux qui font le business. 10% arrivent à vendre directement à des chaînes de distribution, puisque c'est des chaînes de distribution qui s'installent. Hein. Il y a maintenant des carrefours, des intermarchés qui se sont développés en Afrique dans de nombreux pays. Et ensuite, bien évidemment, les marchés de gros, quand il en existe. Moi, je suis un chaud partisan des marchés de gros. Pourquoi? Parce que la seule façon d'assurer une visibilité, une transparence du marché, c'est de faire en sorte qu'il y ait des échelons intermédiaires sur lesquels il existe une concurrence. La concurrence assure la transparence. Pour assurer une concurrence, il faut un marché de gros. Et ne pas faire en sorte que, en fin de compte, le producteur se trouve aveugle face à ses acheteurs. La seule façon de donner le choix à des producteurs de vendre à différents types de grossistes, et non pas un seul, qui va truster la marchandise sur une région, c'est de faire en sorte qu'il y ait des marchés de gros. Voilà, ça c'est un point qui est très important. On peut en parler pendant très longtemps parce que je suis un peu spécialiste de ce domaine-là, mais ça me paraît essentiel. Si on ne veut pas se faire avoir, c'est de monter des marchés de gros et de créer de la transparence sur des marchés, notamment sur des marchés agricoles. Pourquoi? Parce que la marchandise, le produit qu'on traite et le marché, le produit des marchés agricoles sont des produits qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qui présentent des caractéristiques qui sont de qualité différente. À partir du moment où il y a une hétérogénéité de la marchandise, alors il y a la nécessité d'introduire de la transparence pour contrôler la qualité. Et le prix est résultat de la qualité perçue. Et pour ça, il faut de la transparence. Et la transparence, c'est un lieu, c'est-à-dire un lieu physique de rencontre entre l'acheteur et le vendeur. Voilà, on va pas en parler trop longtemps parce que ça risquerait de nous entraîner trop loin. Et je crois qu'on arrive un petit peu au bout, mais ça me paraît essentiel. C'est vraiment un point très important. Et je suis persuadé que des agriculteurs qui travaillent ensemble ou des organisations agricoles qui travaillent ensemble peuvent parfaitement organiser des marchés, ce qu'on appelle des marchés. Hein, il n'y a pas besoin d'installation. Hein, dans un premier temps, il y a besoin d'une aire de présentation. Mais ce sont des choses qui sont tout à fait faisables par des groupements de producteurs, même sans gros moyens. Même sans gros moyens, il suffit d'avoir une aire, si possible, bétonnée de façon à pouvoir la nettoyer tous les jours, mais une aire sur laquelle on va présenter des produits et où des acheteurs potentiels vont pouvoir choisir des produits en fonction de la qualité, en fonction de l'emballage et en fonction du tri qui aura été opéré auparavant. Donc, tout ce qu'on a raconté auparavant sur la qualité des produits, la nécessité d'emballer, de trier, etc., n'a de sens que si on est capable de faire une transparence, de présenter une transparence du marché et de ne pas laisser les producteurs comme les derniers laissés pour compte d'une opération sur lesquelles, grosso modo, c'est eux qui ont le plus travaillé. Donc ça me paraît essentiel. Et là encore, avec des conseils simples et des installations rudimentaires, on peut parfaitement respecter cette logique-là du marché. Ce qui est important, c'est la logique du marché. Voilà, on ne va pas continuer beaucoup plus loin parce que là aussi, il faut comprendre, et il est intéressant pour l'agriculteur de comprendre à qui on va vendre directement. Vous voyez qu'il y a des producteurs qui vendent, en tout cas à Hanoï, 5% des producteurs qui vendent leurs marchandises directement à des restaurants, à des hôtels, et qui obtiennent des prix largement supérieurs. Vous avez notamment dans le domaine de la pêche, des gens qui vendent directement à des hôtels ou des restaurants et qui vendent leurs produits sans faire appel au stade intermédiaire et donc à des prix largement supérieurs pour eux. De la même façon, pour des petits légumes,
des haricots verts, par exemple, très frais, qui se vendent directement au restaurant ou au catering, directement à des qualités supérieures et donc à des prix supérieurs. Alors bien évidemment, à partir du moment où il y a des petits détaillants, les petits détaillants, ils vont aller acheter dans des marchés de gros, etc. Donc là, nécessairement, les réseaux sont plus longs. Mais aujourd'hui, et notamment en Europe, se développe de plus en plus une commercialisation, si possible, le plus directement possible. Et notamment dans les périphéries des grandes villes, il y a des producteurs qui prennent des contacts directs avec des restaurants ou avec des caterers et qui obtiennent des prix largement supérieurs. Il suffit d'une petite camionnette ou d'un tender qui va aller livrer de la marchandise au jour le jour à des caterers ou à des restaurants. Et là vraiment, on voit des différences de prix très importantes. Donc, encore une fois, analyser la façon dont la commercialisation se fait dans vos pays ou sur vos marchés, essayer de comprendre le rôle de chacun et essayer de comprendre à quel prix chacun traite la marchandise. Et là, vous verrez, vous comprendrez que là où on peut économiser de l'argent et là où on peut payer des producteurs à des prix largement supérieurs. Voilà, et je ne veux pas dire par là que les grossistes sont des voleurs. Certains grossistes sont voleurs, mais leur job, la fonction qu'ils remplissent est importante et mérite une rétribution. Le problème, c'est de savoir quelle rétribution. À propos, je peux vous donner comme indication que la rétribution des grossistes dans des situations de transparence est de l'ordre de 10 à 15%, pas plus. Donc, c'est dans ces termes-là qu'il faut envisager le rôle d'un grossiste. Et j'ai vu très souvent des marges largement supérieures à celles-là. Donc, éviter les pertes, éviter le vol, parce que ça, c'est du vol. Et vous verrez que les producteurs pourront gagner nettement plus d'argent. Alors, organiser sa commercialisation, ça veut dire analyser les marges de chacun, comme on vient de le dire, adapter son produit à la demande, qualité, taille, emballage, etc. C'est tout ce qu'on vient de dire. Coordonner son travail avec ses voisins. Alors, je ne vais pas parler maintenant de coopératives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait avoir par des coopératives. Mais quand je dis coordonner son travail avec ses voisins, c'est par exemple décider de transporter ensemble sa marchandise. C'est essayer de trier chacun ensemble sa marchandise de façon à répartir les coûts d'un entrepôt ou d'un frigo, etc. Un producteur seul, ça va lui coûter très cher. S'il y a plusieurs producteurs qui travaillent ensemble, ils ont des chances d'avoir des coûts inférieurs. Donc, je suis très précautionneusement, je parle de coordination et non pas de coopérative. Chercher une approche directe sur le marché, on vient d'en parler. Donc, essayer d'arriver directement, pas pour l'ensemble de la production, mais au moins pour une partie de la production, arriver à avoir au moins, je sais pas, 5-10% de son produit qui arrivera directement sur le marché. Ça nécessite, et c'est là la raison pour laquelle j'ai mis les photos, de produire ou d'emballer les produits dans des emballages de consommateurs. On voit par exemple ici des 3 pommes dans un panier. 3 pommes, 2 pommes, 2 poires, 5 carottes, 4 tomates. Ça veut dire que même ça, les producteurs sont capables de le faire à moindre frais, à moindre coût. Et ça permet d'emballer dans des emballages de consommateurs et donc de vendre directement à des magasins et d'éviter, au moins pour une partie de la production, le stade de gros. Diversifier sa clientèle, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on aura des clients qui sont grossistes, des clients qui sont transporteurs, des clients qui sont détaillants, des clients qui sont restaurants. Et plus on aura de différents types de clientèle, et plus on pourra monter la moyenne du prix réalisé pour un type de production.
Alors, ça demande du travail, hein. Ça demande un investissement au-delà de la culture elle-même. Mais c'est la seule solution. Il n'y a plus d'agriculture sans une vision harvest, post-harvest et marketing. Ça n'existe plus. Et penser qu'on peut être agriculteur sans avoir à s'occuper de sa production après, c'est une illusion. Si on veut être agriculteur, et si c'est ça ce qu'il faut être, parce que c'est ce qu'on peut faire dans notre pays, alors il faut aller au bout de la chaîne et il ne faut pas s'arrêter au milieu. Si on s'arrête au milieu, on ne gagnera jamais suffisamment d'argent. Voilà. Alors, un dernier point dont je voulais parler, juste dans les quelques minutes qui nous restent, de quoi est-ce qu'il aurait fallu parler, de quoi on n'a pas parlé et dont il aurait fallu parler. Alors d'abord, au niveau de la distribution, hein, on a dit quelques mots sur l'importance des marchés de gros, mais là, c'est une conférence séparée, hein, ça n'a plus rien à voir. J'ai dit quelques mots sur la distribution directe. Là aussi, il y a énormément à dire, énormément de précautions à prendre, énormément d'efforts à faire. C'est un sujet en soi. Là aussi, c'est une conférence. On aurait pu parler du commerce électronique. Enfin, je n'ai pas dit un mot encore, mais c'est quelque chose qui se développe, qui devient de plus en plus important. Si on est capable de se parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous des ordinateurs et qu'on se voit. Et de la même façon qu'on se voit, ben, on peut vendre. On peut vendre en faisant des offres et en achetant de la marchandise sur Internet. Ce sont des choses qui deviennent de plus en plus possibles. Mais là aussi, c'est un débat complètement séparé et qui nécessite notamment une standardisation des produits. Standardisation des produits, ça veut dire récolte au bon moment, ça veut dire prix adéquat, ça veut dire proposition, ça veut dire quantité, ça veut dire collaboration entre producteurs. C'est compliqué à faire, mais c'est quelque chose qui se développe. Alors, un deuxième élément duquel on aurait pu parler et qui est comment dirais-je, qui constitue des conférences et des présentations en soi, c'est comment est-ce qu'on définit le prix, hein? Qu'est-ce que c'est le prix d'un produit agricole? Alors, en un mot, c'est pas combien ça a coûté plus un profit, hein, c'est le prix du marché. Le prix du marché, c'est le prix de la rareté. Donc, c'est aussi une approche sur laquelle il faut réfléchir, à laquelle les producteurs ne réfléchissent pas assez. Il faut réfléchir à la vente en commission. Qu'est-ce que ça signifie la vente en commission? Qui doit prendre la commission? À quel moment on définit le prix, etc. C'est un point essentiel, très important. Ça peut rapporter, mais ça peut aussi énormément coûter si on ne prend pas les bonnes décisions. Comment est-ce qu'on organise une information sur les prix? Comment est-ce que les prix du marché remontent vers la production? Ça, c'est très important. C'est aussi un élément essentiel sur lequel il faut travailler. Bon, et ensuite, bien sûr, il faut parler de la publicité, c'est-à-dire comment singulariser son produit, comment est-ce qu'on produit une marque et comment communiquer sur son produit à partir du moment où on a un produit qui est singulier. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Lara? Merci Jacques, merci beaucoup. Mais je suis prêt à répondre aux questions. Bien oui, on en a plusieurs. Alors déjà, merci, c'était très clair. Bon, c'est un très vaste sujet, bien évidemment. Alors, on avait plusieurs questions. Alors, est-ce qu'il y a un document, par exemple, avec les différents stades de maturation selon les fruits et les légumes? Alors, je pense que ça doit exister. Ouais. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais il faut bien comprendre qu'en fonction des climats et en fonction des régions, ça diffère énormément. Donc, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et on peut très bien, avec un peu d'expérience, on peut très bien fixer pour soi-même les normes. Et ça, ce n'est pas très difficile. On prend 3 pommes très mûres, 3 pommes moins mûres, 3 pommes complètement mûres, et on fait des essais. On ne fait pas différemment, hein. La technique en post-harvest, c'est de prendre des témoins et de les mettre dans différentes situations, et après 2 jours, après 5 jours, après 15 jours, de comparer les résultats. Ça, tout le monde est capable de le faire.
Donc Et puis là en aussi, plus avec avec ce que tu nous montrais, avec des méthodes assez sommaires en fait, oui, avec oui, des tout à outils. fait, rudimentaire, c'est pas très compliqué. D'accord. Pour quelqu'un qui n'a pas de chambre de conditionnement, qu'est-ce que tu préconiserais? Je vais vous dire, j'ai travaillé en Martinique, par exemple, dans un pays qui est pas très fortuné. Euh, au lieu d'avoir une station d'emballage, ben, déjà on commence par faire une stracha, comment est-ce qu'on dit, une couverture même sommaire. C'est pas très compliqué. On fait de l'ombre. On commence par faire de l'ombre. Et on travaille sur des tables. On essaye de travailler. Excusez-moi. On essaye de travailler sur un niveau d'homme et non pas au niveau du sol, de façon plus confortable. Déjà des tables avec de l'ombre et un toit, on peut déjà travailler plus correctement. Puis après, au fur et à mesure qu'on a des moyens, eh ben on peut organiser de l'air conditionné, on peut organiser des tables de tri, etc., etc. Il faut commencer par le plus simple et le moins cher. Mais il faut commencer à être sensible à ça. D'ailleurs, Et pour faire c'est une étude de très marché, tu content. conseillerais que chacun le fasse soi-même ou que ce soit via un cabinet? Je m'excuse la question. Pour faire une étude de marché, par exemple, tu penses qu'il faut qu'un groupe, par exemple, d'agriculteurs fasse appel, pardon, à un cabinet ou que c'est quelque chose qui est faisable soi-même? Alors, je vais répondre. Il faut qu'il y ait une collaboration. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas être au courant et inventer les choses. Mm. Bon, moi, je fais ça depuis 40 ans. Donc, il est évident que j'ai de l'expérience et je sais comment il faut faire. Et il faut adapter les solutions aux problèmes qu'on a et aux finances qu'on a. Si on a des moyens, on fera mieux. Si on a moins de moyens, on fera plus sommaire. Mais il faut. Moi, je suis très sensible au fait qu'on pose ces questions-là, justement. C'est-à-dire que ça m'encourage beaucoup. Si on pose ces questions-là, c'est qu'on a envie de le faire et c'est qu'on est sensible au fait qu'on peut améliorer les choses de façon importante. Maintenant, on Donc, voit que la conservation des produits, c'est quand même quelque chose qui coûte et qui est parfois plus ou moins cher. Comment on fait pour qu'en fait, après, on puisse avoir une répercussion sur le prix? Parce qu'il faudra que le produit se vende plus cher pour ouais, pouvoir si le compenser. produit est de meilleure qualité et qu'on peut prouver que le produit est de meilleure qualité, on le vendra plus cher. Ouais, Et la qualité dépend de l'état de conservation du produit. C'est aussi simple que ça. bien sûr. Après, on avait, peut-on avoir des réseaux de demande de produits de façon à ce que le producteur soit certain de l'achat immédiat de ses produits? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question subsidiaire. J'aimerais bien. Ma réponse, elle est bien sûr négative, mais et je crois que je l'ai mentionné dans la présentation. On peut parfaitement, en ciblant les produits qui sont intéressants pour certains types de clients, on peut parfaitement se garantir d'une certaine façon. Mais c'est-à-dire garantir un achat pratiquement automatique. Simplement, il y a des écueils dans cette approche-là. Je connais des producteurs de concombres en Israël qui vendent automatiquement à des chaînes de distribution et qui sont en fin de compte, au bout du compte, sont pieds et poings liés avec des chaînes de distribution. Et ceux qui font les prix, c'est plus les producteurs, c'est les chaînes de distribution. Pourquoi? Parce que les producteurs ont organisé leur production de façon tellement massive qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vendre à des chaînes de distribution. Et en fin de compte, ils ont perdu la main parce qu'ils ont trop organisé leur commercialisation. Donc, il faut faire l'équilibre entre trop et trop peu. Mais c'est valable pour toutes les questions de la vie.
Après, si on parle en termes de pourcentage, quelle est la part de chacun des acteurs dans la chaîne de valeur et combien la matière première doit représenter minimum dans le prix de vente total? Alors, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de règle générale. Et c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Alors, on sait parfaitement que en Europe, par exemple, hein, et c'est là où j'ai des expériences, on sait que si on démarre à l'envers, on va démarrer à l'envers. Mais ça, c'est la définition du prix. Hein. C'est exactement ce que je propose de faire comme présentation. Pour comprendre ça, il faut travailler à l'envers. Alors, c'est dommage parce que j'ai des données très intéressantes là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en grosso modo, au stade de détail, un magasin ou un supermarché qui vend des fruits et légumes considère qu'il doit avoir entre 30 et 40 et 35%, on va dire, de marge. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il paye son magasin, son personnel, sa distribution, son entrepôt, enfin, et son transport. Donc, il a énormément de choses à payer. Donc, il a besoin en marge brute d'avoir 30 à 35% pour pouvoir gagner quelque chose. Et les gains nets d'une chaîne de distribution, ça ne va pas au-delà de 2 à 3%, hein, il ne faut pas croire. Simplement, il gagne sur le volume, hein, sur l'ensemble des produits et sur le volume. Donc, si vous prenez 30-30, on va dire 35% pour le détail, un grossiste, il doit prendre, pour vivre correctement, entre 10 et 15%, on va dire 10%. OK? Donc, vous avez, on va dire, allez, vous avez 5% pour l'approche logistique. Pas. Donc, vous avez 35, 40, 50%. 50% de la valeur qui part à la rivière pour le producteur. Donc, si vous avez, grosso modo, pour être honnête, et ça, encore une fois, il ne faut pas prendre mes chiffres au pied de la lettre, hein, mais si vous avez un produit qui se vend 100, il y a 35 qui va au détail, 10 qui va au grossiste, 5 qui va à la logistique. Parfois, c'est la même chose, hein, logistique et grossiste. Ils sont intégrés verticalement. Et donc, vous avez 50% de la valeur de la vente qui devrait revenir au producteur. Okay? Mais 50%, y compris la culture, la cueillette, le tri, l'emballage, la mise, etc. C'est-à-dire que, mais c'est comme ça qu'il faut calculer. Si on calcule à l'envers, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, ça coûte à l'agriculteur faire 1 kilo de tomates, ça coûte 30, il ne faut pas penser qu'on rajoute quelque chose pour gagner, hein, et on dit je gagne 10%, je vends 35, je suis content. Si je vends 35, ça n'empêchera pas le détaillant de vendre à 100. Et à ce moment-là, qui a perdu? L'agriculteur. Bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer, avant de dire ça c'est 30% ou c'est 40% ou c'est 50%, c'est d'abord se renseigner et aller poser des questions, aller réfléchir. Il y a des gens qui parlent. Hein. Dans tous les pays où je vais travailler, j'arrive à obtenir des informations. On arrive à construire, on vérifie, on fait un travail journalistique ou un travail d'étude sérieux. Et à ce moment-là, on arrive à comprendre comment les choses sont construites. Mais juste, je voulais donner cet exemple-là pour faire comprendre que la différence entre 35 et 50, c'est important. Ces 15%-là, il ne faut pas qu'ils aillent dans la poche de quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils aillent dans la poche de l'agriculteur. Donc, l'agriculteur, il faut qu'il soit absolument au courant du prix de vente final, qu'il soit au courant qu'un supermarché, ça prend 30, 35, 40%, et qu'un grossiste, ça prend 10, 15, 18%. Mais il faut que personne vienne lui manger la laine sur le dos, c'est tout. Et c'est ça c'est essentiel, aussi essentiel
que de savoir cultiver une tonne de tomates, quoi. Sinon, ça ne sert à rien de cultiver la tonne de tomates. Bien sûr. Et pour finir, vu que tu as quand même une grande expérience avec le fameux marché de Rungis, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les critères clés pour avoir accès à ce marché si connu? Ah, alors, d'abord, il faut d'abord respecter tout ce que j'ai expliqué là aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Sinon, on n'a aucune chance d'arriver au marché de Rungis. La façon c'est-à-dire que si le produit n'est pas adapté à une commercialisation moderne et évoluée, on n'a aucune chance d'y arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'organiser ou de se renseigner en tout cas sur une logistique adéquate. La façon de vendre sur un marché de gros, que ce soit Rungis ou d'autres marchés, hein, il y a des marchés de gros dans la France entière et dans l'Europe entière qui vendent énormément de marchandises. Le deuxième point, c'est donc de monter une logistique qui sera le plus court et le moins cher possible. Et ça c'est le travail des grossistes. Moi, j'ai appris ce métier en étant grossiste, hein, en étant importateur, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir maîtriser le transport maritime, l'approvisionnement du marché entre le port et le marché, l'approvisionnement aérien. Ça, c'est un métier. Donc, ça aussi, ça se travaille. Il y a des gens qui savent faire ça. Il y a des gens ça ne s'improvise pas. Il faut des années d'expérience pour savoir régler ces trucs-là. Et c'est extrêmement dynamique. Ça veut dire que ça va très vite. Le troisième point, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire d'essayer d'être en contact avec des grossistes et d'intéresser des gens, des importateurs en particulier, à des productions, à des modes de production. Les importateurs sont d'abord des grosses entreprises aujourd'hui qui sont très intéressés par obtenir ou par trouver des modes des approvisionnements différents de ce qu'ils ont en règle générale. En général, ça les intéresse beaucoup, à condition que la qualité y soit, l'emballage y soit, la logistique y soit. Donc, ce n'est pas facile, mais on peut très bien parler avec eux et on peut très bien essayer de définir des opportunités avec eux. Il faut d'abord aller les voir et ensuite, il faut être en mesure de leur montrer des choses. Il y a de nombreuses années maintenant, j'ai travaillé en Israël pour Irgun Ovdei Afalcha, les gens qui font des grosses productions industrielles, pas des fruits et légumes justement, des gens qui faisaient comment dirais-je, des tournesols. Des cultures vivrières, peut-être, on peut dire. Oui, ça peut être aussi de la culture vivrière, mais j'ai fait de la graine de tournesol. On a fait progresser le produit et j'ai réussi à trouver des acheteurs en Allemagne qui étaient intéressés à avoir une autre source d'approvisionnement pour lesquels on a produit pour eux. Et ces Allemands sont venus en Israël au moment de la récolte pour voir ce qu'on faisait concrètement. C'est-à-dire qu'ils sont très intéressés à voir une production, un emballage, un mode de travail qui va leur convenir. Ils sont très intéressés à être impliqués dans ce processus. Il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours la guerre. C'est très souvent la coopération et le travail en commun qui permet de résoudre les problèmes. C'est difficile de dire ça pour nous en ce moment, mais c'est la réalité. Ça veut dire que si on comprend le rôle de chacun et les nécessités de chacun et qu'on respecte les besoins de chacun, il vaut mieux collaborer et mettre les cartes sur table et montrer ce qu'on fait et expliquer nos coûts de façon à répartir justement le fruit du travail que chacun, en fin de compte, réalise. Voilà, il y a d'autres questions? Non, écoute, je voulais te dire un grand merci de la part de tout le monde. Merci pour vos questions aussi. Je pense qu'on a terminé en beauté avec aussi une ouverture sur la question, je pense, cruciale de la perte et du gaspillage alimentaire dans le monde, que ce soit avec tout le coût que ça a, mais aussi
sur les émissions superflues aussi de gaz à effet de serre et puis tout ce que ça inclut aussi. Bien sûr, on vous mettra en ligne sur YouTube la vidéo pour que vous puissiez la voir et la revoir. Vous pouvez toujours rester en contact avec nous. Tammy, je te laisse terminer. Attends, juste avant, je voulais juste vous dire, j'ai eu certaines questions par rapport au certificat. Cette série de conférences, en fait, était une série de conférences ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sélection des candidats. C'était pas comme un webinaire qu'on a l'habitude de faire avec un nombre limité de participants. Donc, il n'y a pas de certificat qui est attribué aux participants. Néanmoins, vous êtes tous invités pour les prochaines formations qui, elles, sont des vraies formations à nombre de places limitées à venir participer. Et là, dans ce cas, vous pourrez recevoir un certificat. En tout cas, merci. J'espère que vous avez tous acquis de nouveaux outils, de nouvelles connaissances. Et Tammy, je te laisse donc conclure notre série de conférences. Oh, Lara, merci. Je crois que tu as déjà tout dit. Alors, merci à Jacques, merci à tous nos conférenciers et merci surtout à vous, tous les participants qui ont participé dans cette conférence et dans cette série. Et c'était vraiment pour nous très, très sympathique, surtout de voir et revoir les amis et les gens qui ont déjà participé dans les stages Machav et aussi les nouveaux et qui, j'espère, participeront dans les prochaines ou les futurs stages Machav. Alors, merci à vous tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Jacques. Merci tout le monde. Merci.